Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité des derniers mois pour vous reposer, prendre soin de vous, puis être avec votre famille le plus possible. Certains d'entre vous m'ont rencontré sur la plateforme Meet la semaine dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien, je vous invite à vraiment aller lire tout ce que j'ai envoyé sur Google Classroom, étant donné que pas mal toute l'information est là. Je viens de publier un calendrier de la semaine, donc je veux que vous vous fiez là-dessus pour compléter vos travaux. Je commence la première capsule vidéo en vous parlant de ce qu'on avait vu d'abord sur la démocratie athénienne. Euh, Puis je vais faire un espèce de résumé très rapide là, de ce qu'on a vu depuis le début de l'année en histoire. Donc, c'est parti, mes petits souvlaki. Je passe cette diapositive-là, qui est une blague très douteuse sur la sauce tzatziki, mais bon, vous connaissez mon humour. Alors voilà. Euh, Quand est-ce que ça se passe, ça, la naissance de la démocratie à Athènes? On va aller voir notre ligne du temps, puis je vais en profiter donc pour faire un résumé de ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Donc, on avait vu que la préhistoire était la première grande période qu'on a explorée, qui était divisée en deux. Le Paléolithique d'abord, qui était l'ancien âge de pierre ou l'âge de la pierre taillée. Donc, Paléolithique où les gens étaient, les populations étaient regroupées sous forme de tribus nomades où on chassait et on cueillait la nourriture et où le développement culturel s'est fait tranquillement au fil des millénaires, voire même des centaines de milliers d'années. Suite à ça, on est passé au néolithique. Le néolithique, c'était le fameux âge de la pierre polie. Donc, c'est le moment où on a découvert la façon de faire de l'agriculture. Donc, on s'est mis à cultiver nos céréales, notre nourriture, et tout ça s'est passé aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ. Or, cette sédentarisation va se faire véritablement dans une zone géographique qui est située au sud et à l'est de la mer Méditerranée, zone qu'on va surnommer le croissant fertile à cause de sa forme géographique, donc en forme de croissant, comme je vous l'avais présenté. Deux territoires vont être largement exploités à cette époque-là, soit la Mésopotamie, qui est située donc au nord-ouest du golfe Persique. Deux fleuves vont s'y retrouver, l'Euphrate et le Tigre, et c'est là que va prendre naissance la civilisation mésopotamienne. Civilisation mésopotamienne qui, on l'a vu, va rapidement créer des récipients pour entreposer leur stock de nourriture, leur stock de céréales. Et au fil du temps, à force d'échanger des matières premières entre elles, les populations vont se mettre à consigner des informations et inventer l'écriture. En Mésopotamie, donc, l'écriture va s'appeler le cunéiforme. Euh, et la Mésopotamie va grandement influencer les territoires qui l'entourent, de même que l'Égypte. L'Égypte qui, à cette époque-là, va prendre son essor aussi. Et ces deux grandes civilisations-là vont s'appeler la civilisation mésopotamienne d'une part et la civilisation de l'Égypte pharaonique d'une autre. Ces deux civilisations-là, comme je le disais, vont s'influencer et vont créer des réseaux d'échanges qui vont se rendre, par ailleurs, si on parle de la Mésopotamie, qui vont se rendre jusqu'en Chine actuelle. Et donc, le troc va grandement se développer. Et nous avons donc exploré ces deux réalités-là avant la fin de notre année scolaire habituelle, c'est-à-dire au mois de mars. Pour poursuivre en histoire et donc dans l'Antiquité, on a quitté les civilisations mésopotamiennes et de l'Égypte pharaonique pour se centrer au début du mois de mars à Athènes. On s'est centré sur cette ville-là, qui est en fait une civilisation en soi, où l'écriture a foisonné et où on a, au fil des millénaires, développé une culture politique qui s'appelle la démocratie et qui nous influence encore grandement aujourd'hui. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que Athènes, ça ne s'est pas bâti en quelques heures, en quelques jours. En fait, la Grèce antique, qu'on appelait l'Hellade, ok, était une multitude de petites cités, cités-États, qui étaient indépendantes les unes les autres et qui se sont influencées jusqu'au moment où
certaines d'entre elles, comme Athènes, Sparte, se sont vraiment imposées sur les autres. Donc, dans le cadre du cours actuel, on avait commencé à se centrer sur le 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'on a surnommé le siècle de Périclès. Pourquoi est-ce qu'on se centre là-dessus, sur ce siècle-là? Eh bien, c'est parce que c'est pendant ces plus ou moins 100 ans-là que Athènes a été à son apogée. On voit ici à droite Périclès, donc avec son fameux casque. Pourquoi? Parce qu'il avait une déformation de naissance et en se cachant toujours la tête comme ça, il évitait certaines critiques un peu gratuites de la part de ses opposants politiques. Donc, le siècle de Périclès, c'est là qu'on est passé d'une espèce d'aristocratie, donc un pouvoir qui était détenu par quelques individus au sein d'Athènes, à un pouvoir qui était partagé par la population d'Athènes, par les citoyens athéniens. Je vais y revenir. Donc, le 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, est comme divisé en trois périodes. La première période, c'est les guerres médiques. Les guerres médiques, c'est quoi? En gros, il faut que vous regardiez la carte qui est ici puis que vous disiez que c'était tout un grand empire qu'on appelait l'Empire perse, qui regroupait l'ancienne Mésopotamie. Puis les Perses dominaient le territoire jusque-là. Puis il y avait plein de petites villes grecques qui, à l'époque, se sont révoltées contre les Perses. Puis certaines d'entre elles étaient dans le trouble et Athènes, qui est située juste ici, est arrivé et a aidé ces villes-là à se rebeller et à remporter des guerres contre l'Empire perse. D'ailleurs, on a Phidipides qui aurait couru 42 kilomètres, donc entre la ville de Marathon et la ville d'Athènes pour annoncer la victoire aux Athéniens, donc contre l'Empire perse après une rude bataille, et il se serait effondré, il serait probablement mort d'une crise cardiaque après avoir franchi donc la distance de 42,195 km. C'est ce qui a donné naissance à l'épreuve olympique qu'on appelle le marathon aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc, nous, on se centre sur l'impérialisme athénien, donc cette période qui a duré de 479 à 431, parce qu'après la période des guerres médiques, Athènes va s'imposer sur plusieurs cités-États, vont faire une alliance militaire dont je vais parler encore plus loin, qui s'appelle la Ligue de Délos. Et la Ligue de Délos va être dirigée par Athènes. Puis on va essayer de se rassembler pour se protéger dans l'éventualité d'une autre guerre contre l'Empire perse. Euh, donc, au début, c'était une alliance. Tranquillement, Athènes va s'imposer, puis va vraiment imposer ses idées, son économie, sa culture sur le reste des villes. C'est pour ça qu'on parle d'un empire. Donc, l'impérialisme, qui vient du mot empire, donc l'empire athénien. Enfin, il va y avoir une guerre excusez-moi, entre Athènes et Sparte. Et ça va mener à la chute, si vous voulez, de l'influence d'Athènes au profit de Sparte, entre autres à cause d'une épidémie de peste qui va frapper la ville d'Athènes et qui va d'ailleurs emporter Périclès, ce grand stratège militaire qui va marquer les années précédentes. Périclès va mourir donc en 429. Alors, si on se centre davantage sur la géographie de la Grèce, pour mieux expliquer comment s'est développée la culture, l'économie et la politique dans ce coin-là, il faut comprendre que la Grèce qu'on voit ici, euh, en fait, la Grèce actuelle, c'est tout ça, tout ce qui est ici, mais la Grèce actuelle était située au nord-ouest de la mer Méditerranée. Et la mer qui est ici est comme une petite branche de la mer Méditerranée et on appelle cette branche-là la mer Égée. Donc, c'est un excellent jeu de mots ici. J'ai longtemps cherché la mer Égée et j'ai fini par la trouver. Donc, je reviens en arrière. La Grèce est donc un territoire entouré d'eau. Euh, il y a plein. Il y a des milliers d'îles en Grèce. Et c'est ce qui va favoriser le développement du commerce maritime chez les Grecs, qui vont d'ailleurs faire du commerce avec d'autres peuplades, d'autres populations comme les Phéniciens, qui sont les ancêtres des Libanais.
Autre aspect géographique important, c'est que le territoire de la Grèce était très aride, quasi désertique à certains endroits, avec d'innombrables montagnes. Donc, c'était très difficile de faire de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle les Athéniens et les autres populations grecques vont se tourner vers d'autres territoires où l'agriculture est plus favorable et donc instaurer un commerce entre les divers territoires. Commerce qui va se faire de façon maritimes ou encore par les routes, mais celles-ci sont plutôt rares à l'époque. Ici, je vous remontre la carte, si vous voulez, de l'Europe avec le nord de l'Afrique. On avait la mer Noire, la mer Méditerranée, l'océan Atlantique à notre gauche. On a aussi la mer Rouge qui est juste ici et la fameuse mer Égée, qui est très importante dans la culture grecque. Donc, Afrique, Europe et Asie étaient les trois continents qui étaient là. On avait l'ancien territoire de la Mésopotamie, l'ancienne civilisation égyptienne aussi, et voilà la civilisation athénienne. La flèche est un peu mal centrée. Athènes est plus située ici. Donc, pourquoi parle-t-on de la Grèce antique dans notre cours et plus spécifiquement d'Athènes? Est-ce que c'est parce que les souvlaki, c'est excellent? Est-ce que c'est parce que ma mère aime le yogourt grec? Ou est-ce que c'est parce que mon grand-père est un champion olympique? Eh bien, la réponse, ce n'est pas ça. C'est bel et bien parce que pour la première fois, les grandes décisions politiques vont être prises en groupe. Donc, c'est pour la première fois, ça ne sera pas un tyran, un roi ou un groupe de personnes privilégiées qui vont prendre des décisions. Ça va être un groupe assez nombreux représentant la population qui va prendre les décisions. Alors, bravo si vous l'avez eu. Bravo à vous. Donc, voilà. Et dernier point, ben, Athéna, celle qui a inspiré le nom de la ville d'Athènes, c'est une déesse, c'était la protectrice d'Athènes, c'est la fille de Zeus. Puis dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la raison, de la sagesse, de la prudence, de la stratégie militaire, bref, d'à peu près tout. On a vu jusqu'à présent le où et le quand. On va maintenant se centrer sur le qui faisait partie de la population athénienne. En fait, à Athènes, il y avait trois groupes sociaux. Les plus importants, c'étaient les citoyens. Les citoyens, c'étaient des hommes, à noter, des hommes âgés de plus de 18 ans, nés de parents citoyens. Pour eux, le service militaire est obligatoire. Ils pouvaient posséder des terres en Attique. L'Attique, c'était cette péninsule, une partie de la Grèce, et au centre de cette péninsule-là, il y avait la ville d'Athènes. Les citoyens, c'était souvent des paysans assez riches qui avaient des droits politiques. Et c'était les seuls dans la société à avoir des droits politiques. À côté d'eux, on avait les métèques. Les métèques, c'était des gens qui n'étaient pas nés de citoyens athéniens. Et donc, ils pouvaient être nés à Athènes, mais si leurs parents n'étaient pas citoyens, ou un de leurs deux parents n'était pas citoyen, alors là, ils n'étaient pas eux-mêmes citoyens. Par contre, les métèques pouvaient être de très, très riches commerçants, des gens très influents dans leur population. Ils étaient libres, ils payaient de l'impôt, ils participaient à la guerre, tout comme les citoyens. Il n'y avait pas de droit politique, cependant, donc ils ne pouvaient pas prendre des décisions, avoir le droit de vote dans les diverses assemblées dont je vais parler plus tard. Et ils ne pouvaient pas posséder des terres agricoles dans l'Attique. Par contre, comme je le disais, ils étaient parfois beaucoup plus riches que certains citoyens. Enfin, au bas de la hiérarchie, il y avait les esclaves. Les esclaves pouvaient être des prisonniers de guerre, pouvaient être des enfants d'esclaves, n'avaient pas de droit politique. On pouvait naturellement pas être propriétaire. On pouvait même devenir esclave si on avait une dette trop grande en tant que citoyen ou métèque. Mais les esclaves étaient parfois bien traités. Notons que plusieurs d'entre eux sont devenus les enseignants, les pédagogues de certains enfants des citoyens. Donc, il n'y avait pas nécessairement, faut pas nécessairement associer le rôle d'esclave à celui d'un esclave qu'on avait, comme par exemple dans le sud des États-Unis, par exemple, qui était fortement maltraité. Ici, on voit par ailleurs une espèce de petite pyramide qui nous montre les citoyens, les métèques et les esclaves. Et d'un autre côté, tu sais, les chiffres, là, les pourcentages que je vous montre, c'est assez approximatif, c'est dépendant des époques. Mais ce qui est à noter, c'est que les esclaves faisaient partie de la population la plus nombreuse, de même que les femmes et les enfants des citoyens.
Donc, la classe la plus importante pour notre cours, c'est les citoyens, ceux qui avaient le droit de vote. Donc, les femmes étaient exclues de ça. Désolé, mesdames, mais c'était comme ça à l'époque. Cette civilisation-là, qui, je le rappelle, a été très, très, très influente et dont l'influence s'est rendue jusqu'à nous, va se développer rapidement, comme je le disais tantôt, entre 800 et 700 avant notre ère. Ça va être plein de cités grecques qui vont se faire la guerre, faire du commerce entre elles. Faut pas penser qu'à cette époque-là, la Grèce était un pays, c'était en fait une multitude de petites villes ou de grandes villes qui s'influençaient les unes les autres et qui faisaient compétition. Je vous avais parlé tantôt de la guerre du Péloponnèse qui a rassemblé donc la ville d'Athènes et qui a opposé plutôt la ville d'Athènes à la ville de Sparte. Vous avez ici en vert les alliés de Sparte et vous avez en rouge les alliés d'Athènes. Et l'Attique, comme je le disais tantôt, vous l'avez ici. C'est cette section-là, cette péninsule qui était dominée par Athènes. Et ici, donc, la mer Égée dont j'ai parlé précédemment. Ça, une image qui représente très bien la guerre du Péloponnèse. Si vous allez sur Internet, souvent c'est l'image qui est vraiment utilisée pour représenter le conflit entre ces deux très grandes villes-là. On l'avait dit, la Grèce est une région montagneuse, donc le commerce s'est fait par les voies maritimes principalement. Donc, puis ici, je vous montre quelques photos, là, quelques cartes de la ville d'Athènes. Donc, plan ici avec l'Agora, la Pnyx et le théâtre de Dionysos qui sont représentés ici. Euh, L'Acropole, c'est cette région qui était très centrale donc à la ville d'Athènes. Sur l'Acropole, il y avait le Parthénon. J'y reviendrai tantôt. Mais ça sur quoi je vais insister ici, c'est le long mur qui a été bâti donc à l'époque de l'âge d'or d'Athènes. Euh, et ce mur-là a été créé par des Athéniens de façon à protéger le territoire d'une invasion d'une ville ou d'une cité-État adverse. Et ce mur-là protégeait donc une route qui nous menait directement au Pirée. Le Pirée, c'est quoi? C'était le port d'Athènes. Il y avait une petite ville, mais qui était, disons-le, annexée à la grande ville d'Athènes. Donc voilà. Au niveau culturel, je vous en ai parlé, je vous en avais parlé. Donc, le partage des sexes était divisé entre hommes et femmes. La femme était prisonnière, entre guillemets, de l'espace privé. La femme n'était pas désirée dans les lieux publics. Elle était enfermée dans le gynécée. J'y reviendrai tantôt. Donc, Athènes comprenait trois lieux essentiels. L'Acropole, comme je le disais, avec le Parthénon, ce grand temple qu'on voit encore aujourd'hui, donc qui est un des seuls vestiges qu'on peut voir quand on s'en va en voyage à Athènes. Euh, et donc l'Acropole, c'était une multitude de petits temples et de grands temples qui vénéraient, qui aidaient les Athéniens à vénérer les dieux. Et il y avait une voie sacrée donc qu'on utilisait lors de différentes processions religieuses et qu'on empruntait aussi pour revenir de la guerre. Donc ça, c'est une représentation 3D de ce que pouvait avoir l'air l'Acropole à Athènes. Et ça, c'est ce qui nous reste aujourd'hui. Donc le petit bâtiment, le bâtiment qu'on voit ici, c'était ce qu'on voit encore aujourd'hui. Et bien sûr, là ici, c'est le Parthénon. On avait l'Agora. L'Agora, donc, qui, avec l'Acropole, composait deux des trois parties les plus importantes d'Athènes. L'Agora, c'était le lieu de rassemblement de la population. C'est là qu'on discutait et c'était aussi un marché public. Voici ce qui nous reste de l'Agora. Enfin, on avait la Pnyx. La colline du Pnyx était très, très, très importante parce que c'est là que les décisions politiques se jouaient. C'est là où on votait sur les différentes stratégies ou les différents projets de loi qui allaient affecter la population athénienne. Voilà donc d'autres photos de l'apnix avec quelques détails que vous pourrez regarder en mettant sur pause. Voici ce qu'il nous reste de l'apnix. Vous voyez donc ici les mêmes escaliers sont encore présents là où on avait autrefois l'hôtel de Zeus et la tribune qu'on voit ici. Donc, une vue d'ensemble avec l'Agora, l'Acropole et l'Apnix qui est ici.
Donc, ces espaces, comme nous le dit Zaziki, ces espaces publics jouent un rôle primordial dans le fonctionnement de la démocratie athénienne. Au niveau de l'éducation des enfants, ben, tout ça relevait du père, c'est-à-dire que celui-ci pouvait accepter ou refuser l'enfant. Euh, de 0 à 6 ans, les enfants habitaient dans le même espace que la femme, que la mère, qui s'appelait le gynécée. Donc, le gynécée, c'est là où on apprenait à faire des travaux ménagers, à faire la cuisine, et là où on s'amusait lorsqu'on était des enfants. À partir de 7 ans, l'éducation se faisait selon le sexe de l'enfant. Les futures femmes, donc les jeunes filles, restaient dans le gynécée avec leur mère, et les hommes, les futurs hommes, c'est-à-dire, s'en allaient à la guerre, pas à la guerre, excusez-moi, s'en allaient euh, s'éduquer grâce à des pédagogues. Ils apprenaient l'arithmétique, la philosophie, la littérature, ils apprenaient à lire et à écrire, mais ils apprenaient aussi à faire la guerre. Ici, on a un exemple de Athènes où on met sur une formation complète de l'individu, donc l'importance du corps et l'esprit. Tandis qu'ici, on est à Sparte. À Sparte, on s'en allait directement au gymnase, pratiquer notre formation militaire, obtenir notre formation militaire qui était réservée aux garçons. Donc, ici, ça n'a rien à voir avec l'art de faire la guerre à Athènes ou à Sparte à l'époque, parce qu'ici, en fait, ce sont des jeunes filles. Celles-ci n'avaient pas droit de pratiquer la guerre à cette époque-là. Donc, ça ressemblait plutôt à ça, l'art de faire la guerre à Athènes, même si ce film-là, ça s'appelle 300 et c'est largement exagéré. Donc, ici, un petit résumé des caractéristiques des membres de la société athénienne à cette époque-là. À gauche, le citoyen, à droite, l'épouse du citoyen. Plus bas, on a le fils et la fille des citoyens. Je vous invite à regarder ça tranquillement. Les femmes au gynécée, on en a quelques exemples ici, puis il faut comprendre que ça a été très long avant que le rôle de la femme évolue. Écoutez, dans les années 50 au Québec, c'était encore un peu la même chose. Le 8 mars, c'était la journée de la femme. Le reste de l'année, ben, on devine que c'est quoi la journée des hommes. En tout cas, on espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de journée de la femme. Euh, Ce qui va démontrer dans le fond que les femmes sont devenues l'égale de l'homme partout dans le monde et peu importe la culture. Au niveau culturel, je continue donc l'écriture en Grèce, c'était l'alphabet grec qui est à l'origine du français qu'on a aujourd'hui. Quand on regarde l'alphabet grec, il y a énormément de détails qu'on voit qui sont très similaires à l'alphabet français aujourd'hui. Au niveau technique et économique, on a ici le drachme athénien. Donc, c'était cette monnaie. Pour la première fois dans l'histoire, on va frapper de la monnaie. Donc, on n'imprimait pas à proprement parler la monnaie parce que c'était métallique. Donc, on frappait la monnaie. Euh, on échangeait, ça facilitait les échanges. Et ici, vous avez la chevêche qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le coin d'Athènes, donc une espèce de chouette qui était le symbole de la ville d'Athènes. On avait Athéna d'un côté et la chevêche de l'autre côté. Un peu comme le dollar canadien où on a le UR d'un côté et notre vaillante reine Élisabeth II. Euh, donc, les produits échangés étaient surtout agricoles, mais aussi des produits de luxe comme des bijoux qui étaient fabriqués par les artisans euh, et souvent des métèques. Donc, on vendait des bijoux, des armes, des statues. Puis, comme je le disais, on avait une grande flotte commerciale étant donné qu'on était entouré d'eau et on a comme ça dominé la Méditerranée au niveau commercial. Ça, c'est un bateau, non pas de commerce, mais un bateau militaire. Euh, je vous parlais de l'importance de la mer. Eh bien, le port d'Athènes, qu'on appelle le Pirée, était extrêmement important. On a deux ports de guerre ici et le port de commerce. Et c'est la raison pour laquelle on a formé des murs immenses pour protéger la voie d'accès au port par la ville d'Athènes, qui elle aussi était entourée d'importantes fortifications. Puis en bas ici, on a le mur de Phalère qui a été abandonné en 445 parce que Phalère, que c'était trop cher. La pognez-vous? OK, bye. Donc, on parle de thalassocratie athénienne parce que le mot thalassa signifie mer ou océan. Donc, thalassocratie, ça veut dire que c'était un empire de la mer. On a ici d'autres images de la ville d'Athènes avec le mur qui s'avançait vers le Pirée.
Donc, on a le monde grec ici en rouge, on a l'Europe en haut. C'est une carte qui ressemble à celle qu'on a vue tantôt, l'Afrique en bas et l'Asie à droite. Et ben, on a l'Empire maritime athénien en 431 avant Jésus-Christ, donc à la fin ben, en fait au début, excusez-moi, de la guerre du Péloponnèse. Et donc, la ville d'Athènes va dominer largement cette mer Méditerranée-là et plus spécifiquement la mer Égée. Bien entendu, on n'est jamais seul dans notre domination et l'Empire perse va vraiment être une menace constante pour les Grecs, d'où l'alliance de la Ligue de Délos dont je parlais juste ici. Cette, cette fameuse Ligue de Délos, là, les alliés d'Athènes qu'on voit en jaune qui étaient associés à la ville d'Athènes. Voilà. Donc c'est ici que s'arrête notre premier cours de révision. Au prochain cours, on va parler politique. Au revoir.